Bonjour, bonjour à tous et toutes et bienvenue à cette conférence sur les stratégies de collaboration entre les musées et les influenceurs. Donc je me présente, je m'appelle Amélie Benchalal, je travaille pour l'agence de communication culturelle Soleya et je suis accompagnée pour cette table ronde à la fois de créateurs de contenu mais aussi de professionnels de la communication dans le domaine de la culture. Donc Salomé Monpetit, que vous pouvez retrouver sur le compte Match with Art. Agnès Benaillé, directrice de du développement de la communication du numérique et des publics à Paris Musée. Paul Chen, adjoint à la direction de la communication du Château de Versailles. Et César Roussel, du compte César Culture G, que vous pouvez retrouver sur plusieurs réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller suivre et à regarder aussi ce qu'ils font si vous ne les connaissez pas. Donc l'idée de cet échange, c'est de discuter autour de ces collaborations, comment elles se mettent en place, quelles sont les retombées, quel type de créateurs de contenu aussi vont travailler avec les musées, de comprendre aussi les attentes de ces créateurs, leur vision, et de constater peut-être les évolutions dans ce domaine et dans ces partenariats. On a connu justement l'apogée des collaborations avec les créateurs de contenu. Ça a mis aussi un peu de temps à se mettre en place dans le domaine de la culture et l'idée c'est aussi de faire ensemble un état des lieux d'où ça en est en ce moment. Et j'aimerais tout d'abord m'adresser à Salomé et à César pour que vous puissiez nous en dire un peu plus sur vos projets sur les réseaux sociaux et comment vous intégrez justement les collaborations avec les établissements culturels. Qui veut Très bien. Alors bonjour, donc Salomé Monpetit du compte Instagram Match with Art. Donc moi, pour expliquer en quelques mots ce que je fais, je pose de dos devant les œuvres d'art en accordant mes tenues aux œuvres de manière à créer un jeu de caméléon et à attirer le regard de manière visuelle. Et j'accompagne ça avec une légende qui va parler de l'exposition, de l'artiste, de manière avec un vocabulaire qui va être accessible à n'importe quel public. Et donc c'est comme ça qu'est née finalement l'idée de ce compte et cette profession de créateur de contenu, c'est de, on va dire vulgariser, désacraliser, démocratiser le milieu de l'art qui peut paraître un peu fermé pour les gens qui ne sont pas dans ce milieu, qui ne connaissent pas les codes, qui ne connaissent pas le vocabulaire, qui se sentent perdus quand ils lisent un cartel. Ça peut arriver à tout le monde et je pense que ça arrive même encore aux personnes qui sont dans le milieu de l'art de ne pas comprendre forcément les propos. Et nous, notre rôle de créateur, c'est vraiment d'exprimer avec nos mots, celles qu'on aurait dans une conversation avec nos amis qui ne sont pas dans le milieu, parler d'une exposition. Donc vraiment reprendre les termes basiques, abstraction, figuration, les mouvements et les expliquer de manière simple pour que ce soit accessible. Et c'est justement comme ça que les collaborations ont pu se développer avec les musées, les institutions culturelles qui ont fait appel à nous pour justement avoir un nouveau moyen de s'adresser au public pour attirer le plus de monde possible. Et du coup, dans ta création de contenu, il y a beaucoup de contenu créé en collaboration. Comment tu travailles justement ? Effectivement, on va dire que 80% de mon contenu, c'est des collaborations. Je garde quand même une petite part où c'est moi qui vais de moi-même aller montrer aussi ce que j'apprécie voir, notamment principalement à Paris, mais aussi ailleurs en France et à l'étranger. Donc j'essaie d'avoir comme cette petite part de liberté. Mais oui, sinon, ça va être des collaborations, donc soit avec des musées ou d'autres institutions culturelles telles que des galeries, des maisons de vente aux enchères, toujours dans le milieu de l'art, avec effectivement, on vient me chercher pour ce contenu visuel, ces mots que je vais mettre qui vont être accessibles à tout le monde. Et c'est ça, c'est que les collaborations se font parce que les créateurs de contenu, on est tous très différents, c'est ça qui est très chouette. On ne peut pas dire qu'on est concurrents parce qu'on apporte tous quelque chose de différent. Donc quand il y a des collaborations qui se créent, un musée va choisir tel créateur pour justement ce qu'il va apporter. Moi, généralement, c'est pour le côté visuel de mon contenu. Et comment tu choisis ces collaborations ? Il y a des critères ? Qu'est-ce qui te... Oui, généralement, je vais regarder l'aspect visuel de l'exposition qui m'est proposée. C'est rarement j'ai dit non, j'ai pu dire non sur des choses que je ne peux pas mettre en avant, comme des vidéos, des œuvres que je pense que d'autres seront bien plus à même. C'est ça aussi qui est assez chouette dans ce milieu de créateurs, c'est qu'on ne va pas hésiter à se dire allez consulter telle personne, elle le fera mieux que moi. Donc c'est aussi ça cette entraide est assez chouette. Mais généralement, les musées ciblent quand même très bien quels créateurs ils vont convoquer pour parler de leur exposition en fonction de la spécificité de chacun. Donc j'ai la chance c'est assez rare que je dise non à des projets. Donc j'ai cette chance
J'ai Tu sa arrives chanson. toujours à trouver quelque chose qui Voilà, qui on se débrouille t'intéresse toujours, voilà, exactement. et à créer on un trouve match, toujours. un match pertinent. Ok, donc plutôt sur l'aspect visuel. Et toi, César, c'est plus l'aspect culture générale, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Bonjour déjà, je m'appelle César. Moi, j'ai créé un compte qui s'appelle César Culture G. Pourquoi ça a été créé? Tout simplement pour rendre la culture accessible à tout le monde. Moi, j'avais envie d'éveiller un peu la curiosité de chacun. Donc, en fait, on parle d'histoire, d'art, de littérature, de sciences, d'animaux, de plein de sujets qui peuvent nous passionner. Et c'est vrai que ça nous est arrivé à plusieurs reprises de travailler avec soit des musées ou alors enfin, ça peut être des châteaux aussi, évidemment, sur le côté historique. On a quelqu'un qui représente bien le château de Versailles ici, donc je fais le petit clin d'œil. Mais ouais, c'est toujours très très intéressant de travailler avec les musées. Ça se matérialise de différentes manières, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur une exposition en particulier, par exemple. On peut travailler aussi avec un artiste en particulier aussi. Je sais que, par exemple, on a bientôt un documentaire sur YouTube qui va sortir sur Frida Kahlo, par exemple. Voilà, on peut l'aborder de différentes manières. C'est toujours des projets qui sont super intéressants. Nous, on adore évidemment bosser avec les musées. C'est toujours très très intéressant. Et ça peut se traduire de différentes manières. Ouais. Et quand vous travaillez avec les musées, justement, vous travaillez avec quel professionnel? C'est plutôt les communicants, la médiation, les collections? On a fait les deux en réalité. On a travaillé par exemple avec la médiation au Quai Branly par exemple sur une expo en particulier. On a organisé un live au musée d'Orsay il y a 2 ans et demi, 3 ans je crois, pour présenter une œuvre qui allait être présentée uniquement comme ça. On a travaillé aussi avec le Louvre d'ailleurs, on n'est pas très loin sur une exposition aussi. Enfin ça peut être vraiment de manière différente. Je sais qu'on a travaillé aussi avec Paris Musée. Là, on était sur d'autres projets avec d'autres musées. On est en relation aussi avec les communicants. Ça dépend des projets, en fait. Souvent, les musées viennent vers nous pour nous proposer un projet ou une nouvelle exposition. Et nous, on voit ce qu'on peut faire derrière. Ok, donc il y a vraiment une part collaboration, comme on l'évoque dans la conférence, d'échange aussi peut-être de compétences. Ouais, complètement. D'ailleurs, nous, c'est toujours très intéressant d'avoir le point de vue du musée aussi sur l'exposition pour pouvoir bien comprendre. Je sais que par exemple, on avait travaillé avec la Bourse de commerce où on avait travaillé avec le médiateur du musée qui nous avait bien expliqué avant quelle était l'exposition, pourquoi ça serait chouette de travailler sur cette œuvre-là. Et nous, on adore parce que plus on capte d'informations, plus ensuite on peut saisir un peu ce qui est important, ce qui nous plaît. Et c'est comme ça qu'on fera une meilleure vidéo derrière. Très bien, merci. Du coup, maintenant, je passe la parole aux professionnels, donc à l'autre côté de la collaboration, pour vous demander justement, dans vos stratégies de communication, médiation ou développement de public, comment s'intègrent justement les partenariats avec les créateurs de contenu? Merci. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une question, enfin, je veux dire, c'est intégré. En tout cas, Paris Musée, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les musées de la ville de Paris. Donc, il y a 12 musées et 2 sites, donc parmi lesquels le musée d'art moderne, le Petit Palais, le musée Carnavalet, je ne vais pas tous les citer, des maisons d'écrivains. Donc, c'est un très, très vaste réseau et très diversifié. Nous, on fait des collaborations avec les influenceurs depuis 2020. Donc, finalement, ça fait un petit moment, parce que je ne sais pas si c'est important aussi de se dire, et on va peut-être l'évoquer, l'évolution. Et pour faire un petit historique, c'était pas évident d'introduire au début les influenceurs au sein des musées. Je trouve que voilà, on était un peu dans un choc des cultures, et de la même manière, c'était pas simple d'utiliser son téléphone portable dans les expositions. Enfin voilà, on a suivi aussi cette évolution. Donc nous, évidemment, tous nos services de communication, on intègre dès le départ cette partie-là, en tout cas de la communication, avec des objectifs. Alors déjà aussi, c'est important de dire qu'on a un réseau, une stratégie aussi, parce que quand on parle, on peut parler d'Instagram, mais il y a aussi TikTok, il y a aussi Facebook, et il y a aussi pour nous le réseau institutionnel, plus professionnel de LinkedIn. Donc on travaille quand même l'influence au sens large avec ces différents réseaux sociaux qui n'ont fait que se démultiplier. En revanche, en effet, avec les influenceurs et les influenceuses, on va favoriser en tout cas nous essentiellement Instagram et TikTok
Voilà, pour des raisons aussi de conquête aussi de public, parce que dans nos objectifs, finalement, on va dire qu'on en a 4. C'était développer la notoriété de nos musées, voilà, faire savoir à la fois sur nos collections, mais aussi en effet sur nos expositions. Donc sur les collections, nous, elles sont gratuites. Donc venez, hein, c'est gratuit, je le redis. Vous n'avez même pas besoin de prendre un billet, mais il faut le faire savoir. On voit bien que dans nos études de public, c'est pas encore bien communiqué. Donc c'est une façon, voilà, en plus évidemment des œuvres et tout ce qu'on peut créer autour des œuvres. Et puis il y a les expositions où là on va être plutôt avec un objectif aussi à la fois de recommandation. Parce qu'aujourd'hui, on va quand même dans un musée, on échange. Ah, j'ai vu telle expo, c'était super. Voilà, c'est important. C'est pas le seul moyen de recommandation. On continue à faire de l'affichage, on continue évidemment les relations presse. Et puis voilà, on a aussi on les utilise aussi pour de la promotion. Je pense que c'est important, même si on mesure pas tout à fait encore notre taux de conversion, mais on vend aussi des produits, des cartes Paris Musée, des adhésions. Donc on peut s'en servir pour ça. Et vous l'avez dit, ce qu'on vient chercher aussi avec les influenceurs, c'est à la fois en tout cas leur communauté, mais pas que, parce qu'on n'est pas là en train de se dire ah c'est super, ils ont plus d'1 million, mais ça c'est très bien, ou un peu moins. Donc on travaille vraiment en fonction des thématiques d'exposition et de la diversification de nos publics, parce que ça c'est un terme, c'est-à-dire que nous les réseaux sociaux, l'influence, c'est pour parler aussi. Alors évidemment on dit toujours c'est pour parler aux jeunes, enfin les jeunes, les réseaux c'est un peu comme la chaîne M6 pour ceux qui regardent encore la télévision ou qui ont connu voilà la vieille époque. C'est les publics qui vieillissent avec les réseaux. Donc Facebook, par exemple, je regarde l'assistance, ça, c'est pas tout à fait la moyenne d'âge de Facebook. Mais moi, je dis toujours à mes communautés, ne le négligez pas, parce que le profil moyen du visiteur du musée, il est encore sur Facebook. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on va aussi chercher ces tranches d'âge, on va dire. Puis après, on est quand même voilà, sur l'apport de la créativité, d'avoir un ton et un regard parfois décalé sur nos œuvres, mais juste et un propos scientifique. Et on travaille pour ça ensemble avec ou les équipes de médiation ou d'autres, parce que pour nous, on est quand même... Enfin, voilà, vous représentez, vous travaillez pour l'institution, donc c'est vraiment important d'accompagner ça. Puis c'est une discussion, en fait, c'est un échange d'idées, c'est parfois des rencontres. Voilà, en tout cas, c'est assez ouvert. Et puis, je crois, pour reboucler sur l'évolution, il y a quand même eu cette loi aussi qui a réglementé et qui a à la fois contraint, mais aidé aussi à positionner, me semble-t-il, le rôle des influenceurs, le rôle des créateurs de contenu. Et on est moins dans cette opposition. Nous, on invite aujourd'hui, à titre d'exemple, les influenceurs à nos visites de presse et ça pose plus de problème, par exemple. Avant, c'était on va pas mélanger les journalistes. On fait tout à fait la différence. Et d'ailleurs, même certains influenceurs ont des carrières aussi dans les médias traditionnels. C'est intéressant de le noter. Voilà, un peu pour présenter un peu de manière générique. À toi, Paul. Oui, bonjour à tous. Donc en effet, au château de Versailles, on invite parfois des influenceurs. On est assez sollicité, je dois reconnaître, de créateurs de contenu qui veulent profiter du château pour faire des belles images. Quand j'ai du château, des jardins, de Trianon. Et il y a un peu cette idée d'exclusivité, réelle ou supposée, qui viennent chercher au château. Nous, notre choix, quand on travaille avec ces créateurs de contenu ou influenceurs, ça dépend un peu comment eux-mêmes se positionnent, on recherche un double critère en général. D'une part, qui nous apporte une audience un peu différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'on a déjà sur nos réseaux sociaux des communautés relativement importantes, de plusieurs millions d'abonnés, avec un peu de recoupement, mais on est plus d'1 million sur Instagram, on a une plus grosse communauté sur TikTok. Bon, c'est pas à vous que je vais apprendre, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, et c'est vraiment est-ce qu'on remonte dans les fils, dans les stories, c'est vraiment ça l'importance, l'engagement plus que le nombre d'abonnés. Mais en effet, quelqu'un qui nous dit je vais venir parler de châteaux du XVIIIe siècle en Île-de-France, on peut imaginer que l'audience de cette personne, elle est déjà abonnée au compte du château de Versailles et qu'on est déjà dans le radar de cette personne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller parler, de toucher des nouveaux publics. Nous, on considère au château de Versailles qu'on s'adresse à tout le monde, aux Français, aux étrangers, aux jeunes, aux moins jeunes, aux gens qui habitent à Versailles et qui viennent faire leur footing tous les week-ends et on leur dit venez dans le musée, et aux ceux qui habitent au Japon et qui se disent peut-être j'irai en Europe ce week-end, on leur dit venez à Versailles plutôt qu'ailleurs.
Donc, vraiment d'avoir des nouveaux publics et d'autre part, des créateurs de contenu qui nous proposent des contenus qu'on aura du mal à créer nous-mêmes. Nous, pour faire des belles photos ou des belles vidéos du château de Versailles, on a la chance d'avoir des photographes en interne qui sont extrêmement talentueux. On a un certain nombre de prestataires vidéo qui travaillent. Et donc, voilà, nous, on essaie d'aller trouver une patte un peu différente. Et je prends souvent cet exemple. On avait invité un créateur d'ASMR il y a quelques années. C'est quelqu'un de l'équipe qui avait suggéré ça. Bon, moi, j'étais un peu dubitatif au départ. Je disais, bon, ok, très bien, pourquoi pas. Parlons à tout le monde, y compris aux fans d'ASMR. Et ça a très bien marché. On a fait un petit communiqué de presse. Il y avait eu des reprises. Il y avait un petit article dans les Échos, je me rappelle. Et voilà. Et donc, ça avait marché. Et on peut faire de l'ASMR à Versailles. On a même fait un making-of sur cette vidéo. C'était il y a longtemps. Et donc, c'est vraiment ça ce qu'on recherche. Et donc, on regarde bien sûr le nombre d'abonnés, l'impact, mais cette idée de créer des nouveaux contenus, donc ça c'était il y a quelques années, et plus récemment l'année dernière on a fait un cache-cache avec Amixem, donc là on voit vraiment la frontière des âges entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, les plus jeunes d'entre vous connaissez, et donc ça on parlait de médias, de presse. Donc là, la vidéo sur le compte d'Amixem du cache-cache à Versailles au mois de juin, c'était un jour de canicule. L'équipe a sué au sens propre sur ce jour de tournage. Et les équipes d'Amixem aussi qui se sont cachées. On a eu plus de 4 millions de vues, donc vraiment 4 millions de vues. Est-ce que tous les documentaires dans une chaîne de télé, de la TNT, font 4 millions de vues en linéaire et ou en replay? Pas systématiquement. Donc, ce que je veux dire, ce que tu disais sur la différence avec la presse... Maintenant, la frontière, elle est très ténue, à la fois en termes de qualité des productions. On le voit, il y a cette mode des docus longs sur YouTube. Et on a peu parlé de YouTube jusqu'à présent, mais nous, c'est fait plutôt YouTube, la plateforme qu'on privilégie pour nos contenus d'influenceurs. Et donc, ça permet d'avoir du temps long. Et ça, on le voit. Enfin, on le voit, tout le monde le voit. Mais les gens, ils regardent YouTube un peu sur leur téléphone dans le métro, mais pas mal sur leur télé dans le salon maintenant. Et donc, on a des contenus de 40 minutes ou plus qui durent. On a fait des choses sur Twitch aussi. Et là, alors ça dure, c'est pas 40 minutes, c'est 3 heures, 4 heures. Et on parle, et on parle, et on parle. Et ça tombe bien. À Versailles, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, on a fait plusieurs streams Twitch et donc certains de plusieurs heures. Et avec une atmosphère encore une fois très différente sur Twitch, qui est vraiment, moi j'étais surpris au départ de voir beaucoup de bienveillance. On a eu un certain nombre de problèmes techniques, ça marchait pas parce qu'on était en live, en extérieur, donc c'était un peu compliqué. Et les gens étaient là, non, non, c'est cool, on profite, c'est beau. Il y avait une vue fixe des jardins, c'était l'été, et beaucoup de bienveillance. Et donc voilà, c'est important d'être sur les différents réseaux, et justement pour différents réseaux, pour différents publics, et tu parlais de différents âges. Voilà, en effet, on disait avant, les réseaux sociaux, c'est les jeunes, et maintenant, voilà, ceux qui ont la chance d'avoir encore leurs grands-parents, ils sont aussi sur Instagram, quoi. Alors peut-être pas sur TikTok et sur Twitch, mais on a la même chose pour les jeux vidéo. On fait beaucoup de jeux vidéo au château de Versailles aussi, et donc voilà, c'est des choses qui sont mainstream de plus que de 7 à 70 ans, de 4 à 80 ans. Donc, et voilà, et ça, c'est vraiment important pour nous de parler à tout le monde et de se dire, le château de Versailles, c'est aussi pour vous. Je rebondis sur la question de la gratuité. Donc nous aussi, on est gratuit pour les moins de 18, moins de 26 ans, mais c'est pas parce que c'est gratuit que les gens y vont. En fait, les gens ils viennent vous voir si vous faites quelque chose pour eux, quoi. Donc si vous vous rendez compte qu'il y a une offre, la gratuité peut être un argument, mais nous, on n'a pas des... En venant là aujourd'hui, vous n'avez pas vu des tonnes d'ados qui étaient là seuls de 15 ans à visiter le Louvre. Et en effet, c'est gratuit pour eux aussi. Et là, les ados, on a du mal à les avoir, mais je pense qu'on les aura avec une offre culturelle ad hoc et des canaux de communication ad hoc qui soient vraiment spécifiques, et de voir qu'on s'adresse à eux. Un dernier exemple que je prends, pendant le Covid, on s'était lancé sur TikTok en novembre 2020. Et juste après, on avait fait un live avec pas un conservateur, mais un directeur scientifique du château de Versailles. Et donc, on était seuls derrière les glaces. Le château était fermé. C'était au mois de décembre. Il faisait nuit. C'était très beau. Et les TikTokers, en commentaire, c'est la première fois qu'ils voyaient un live d'un musée comme ça pour eux. Et ils croyaient que c'était sur un fond vert, en fait. Ils disaient, non, mais en fait, on n'a pas ouvert le château de Versailles juste pour nous, les TikTokers. Et donc, nous, on voyait les commentaires. Donc, on faisait des signes au directeur scientifique pour qu'il bouge, et que, genre, c'est pas un fond vert. Je suis dans la vraie galerie des glaces, quoi. Et c'est vrai de se dire, voilà, on s'adresse à vous, quoi. Et le château de Versailles, il n'est pas plus aux Versaillais qu'aux enfants de Trappes qui sont à 10 km de Versailles. Et pour nous, c'est vraiment très important. Et notre stratégie de réseaux sociaux, elle s'inscrit aussi là-dessus. Donc, si je comprends bien, le positionnement de Versailles sur les collaborations avec les créateurs de contenu, c'est plutôt des contenus inédits et assez riches, en tout cas. On essaye, inédit, et surtout de se dire que quelque chose qu'on ne pourra pas faire nous-mêmes.
Encore une fois, c'est pour faire une belle photo du coucher de soleil sur le Grand Canal. Bon, ben, c'est très beau et vous le faites sûrement très bien, mais je ne pense pas que ce soit là que soit votre valeur ajoutée. Vous aurez d'autres choses à dire, d'autres publics. On essaie vraiment de faire des choses qui soient spécifiques et c'est pour ça que ça prend un peu de temps à monter. Le cache-cache d'Amixem, c'est long. Il y a une vraie prod derrière, ce qu'on a fait sur Twitch également. Et donc des choses très spécifiques. On a invité par exemple un photographe animalier, Jérémy Villet, il y a quelques années. Et donc il a fait des photos, on a fait un podcast, on a fait une vidéo. On a fait ça avec des musiciens. C'est Thomas Garnier chez nous qui pilote tous ces projets de carte blanche et que les gens s'inspirent. Alors, ça serait un peu prétentieux de dire que nos projets se rapprochent un peu de ce qui se fait avec les artistes contemporains quand ils viennent à Versailles, mais il y a un peu cette idée de venir s'imprégner de Versailles et de se dire, quelqu'un qui vient à Versailles, il va faire quelque chose de différent de ce qu'il ferait en studio pour un musicien ou à l'étranger ou ailleurs. Très bien, merci. Peut-être pour conclure cette première partie, première question, revenir peut-être sur le positionnement aussi de Paris Musée, donner quelques exemples de formats. Alors oui, alors nous on est l'établissement en fait on représente. Moi je représente là les musées, donc chaque musée a évidemment son propre positionnement et travaille les réseaux en fonction à la fois des collections. Enfin, un musée d'art moderne ne va pas communiquer de la même manière que la maison de Victor Hugo ou choisir ces mêmes influenceurs. Donc voilà, ça c'est important aussi parce qu'évidemment on a Versailles qui est un très gros établissement avec des moyens sur le positionnement. Si seulement. Non mais ne vous plaignez pas, cher ami. Ce que je voulais dire, parce que voilà, dans le monde professionnel, enfin moi je l'ai vécu, j'ai dirigé la communication aussi au Centre Pompidou, qui est un autre très gros établissement, et j'avais la chance par rapport à vos réseaux sociaux en propre, ça fait rêver 1 million. Voilà, d'abonnés, c'est aussi ce qu'avait le Centre Pompidou. Nous, les musées, voilà, et vous êtes des professionnels des musées, on n'a pas tous quand même la capacité, parce que ce sont des métiers, d'avoir des services audiovisuels, d'avoir des gens, parce qu'en fait, évidemment, on croit que fais-moi une vidéo, fais-moi un petit post là, Instagram, et tout le monde pense que ça prend 5 minutes, c'est pas à vous que je vais le dire, ou l'apprendre. Donc en fait, c'est aussi important de travailler avec des influenceurs, parce que de toute façon, moi je le dis aux équipes, moi je vais pas recruter je peux pas diversifier. On s'est posé la question sur les comptes TikTok en fait. Donc moi je leur dis non, on va pas ouvrir des comptes TikTok de musée, ça n'a aucun sens. Nous ne sommes pas en capacité ni d'alimenter ni d'alimenter finalement ce réseau qui nécessite ça en termes, encore si on comprend quelque chose aujourd'hui à son algorithme, parce qu'avant quand même c'était le gain de communauté qu'on visait. Aujourd'hui, c'est plus ça, mais parce qu'aussi, on n'a pas les règles très claires de l'algorithme. Enfin, tout ça est très aussi technique, scientifique. C'est important, je pense aussi de le rappeler. En revanche, ils m'ont tous regardé. Ah ouais, mais quand même, il faut ouvrir un compte TikTok. On n'est pas en capacité d'être efficace. Par contre, je leur ai dit, mais moi, surtout, continuez de travailler, évidemment. Avec ce réseau, c'est fondamental. D'où le fait de chercher des collaborations, d'être... Je pense que c'était un propos que je voulais apporter, parce que il ne faut pas penser que les musées, on va pouvoir le faire, et vous êtes de très bons relais pour ça. Après, nous, sur les collaborations, nous, on en fait à peu près une 40aine à l'échelle du réseau, ce qui est quand même beaucoup. On va choisir en fonction des expositions. 40 par an, excuse-moi. Oui, 40 par an, parce qu'en même temps, on a 12 musées, donc c'est quand même important. Elles sont rémunérées, pour la plupart. Pas toujours, parce que, par exemple, sur les influenceurs famille, très souvent, c'est pas non plus... mais par exemple, eux, ils ne demandent pas une rémunération, c'est plutôt... donc c'est intéressant aussi de dire qu'il y a aussi des collaborations non rémunérées. Puis alors, ce qu'on voit dans l'évolution, c'est vrai qu'au début, on allait quand même chercher, pour aller chercher justement le rajeunissement de nos audiences, un public captif, donc plutôt avec des influenceurs qui étaient déjà un peu identifiés. Je pense à la Minute Culture, ou à Monsieur Bacchus, ou à Hugo Spini. Donc on continue. Après, on a eu des collaborations aussi, où on va plus loin, c'est-à-dire très associés, où on pense ensemble, et parfois même on va travailler dans l'exposition. Je pense à ce qu'on a fait avec Loïc Prigent, par exemple, au Petit Palais, autour de l'exposition Worth. Donc à la fois, lui, il a posté sur sa chaîne YouTube, c'est une grosse communauté, et vraiment c'est une personnalité de la mode très identifiée sur ses réseaux, mais il a aussi réalisé, par exemple, des vidéos pour l'exposition.
Et on a un autre projet là qui est en développement avec Hortense Bellotte sur le même projet. Donc nous, on n'est pas trop sur... voilà, parce que voilà, c'est aussi une économie de personnes et sur YouTube. Et voilà, on a des chaînes, mais elles ne sont pas actives. Donc voilà, parce que c'est quand même assez lourd pour les musées de cocher toutes les cases de tous ces réseaux. Nos premières missions, c'est quand même de faire des expositions, des activités in situ. Voilà, donc je pense que ces modèles, mais ce que je vois dans les choix en tout cas, c'est qu'après avoir fait appel à ces influenceurs, on va dire art et culture, on a aussi cette volonté d'aller plus justement vers des influenceurs, en tout cas avec une thématique plus généraliste, avec voilà, d'autres collaborations, peut-être un peu plus lifestyle, en fonction aussi des expositions. Je pense à l'exposition au Musée d'Art Moderne, voilà, qui était autour des artistes et de la recherche, enfin l'âge atomique, ça s'appelait. Bon, on a travaillé plutôt avec des profils scientifiques. Ça nous paraissait évidemment intéressant de croiser ça. Donc on est quand même maintenant sur des collaborations un peu plus affinitaires. Et après, c'est une histoire de rencontre aussi, j'ose dire. Voilà, pour citer un exemple, je terminerai là-dessus, parce qu'on en a parlé ensemble. Ça vous a pas échappé, je pense pas qu'en 2024, c'était les Jeux Olympiques. Donc, la thématique était art et sport. Donc, voilà, le sport dans un musée, ça paraît peut-être pas évident, mais c'était quand même le challenge. Et puis, finalement, on s'est dit... alors, les musées ont quand même travaillé, les musées de la ville, parce que tous les musées... j'étais quand même assez déprimée en disant nos publics ils vont pas venir, c'est les jeux, enfin pas vous avez organisé les formidables épreuves d'équitation, mais enfin c'était un peu quand même, c'est les jeux, les publics touristiques habituels ils vont pas venir, voilà. Donc nous on est musée de la ville qui accueillait quand même ces Jeux Olympiques, on a travaillé sur des parcours art et sport, notamment avec la sculpture, c'était assez simple. Et puis finalement on a décidé, voilà, parce que c'était une rencontre avec Mathieu Forger, de faire une collaboration. Il était venu faire quelques photos au Petit Palais avec des escrimeurs. Vous connaissez peut-être son travail, Matt Forger. Donc lui, il est performeur, danseur, etc. Et je dis, écoute, moi, j'ai pas d'argent. Je commence toujours comme ça, en fait. Non, je plaisante. Mais voilà, j'avais vu son travail et j'ai dit, on était très tard. Et j'ai dit, écoute, ça serait formidable que lui pouvait m'amener en fait les grands sportifs français, les médaillés, et moi j'avais les musées. Et en fait, les photos et ce qui tournait était assez formidable. Et donc, on lui a permis de venir faire ses tournages dans la plupart de nos musées, d'amener. Puis voilà, il a fait ses vidéos. Donc, c'était 2 millions de vues. On a été même surpris, nous, par... voilà, et c'est un travail qui a beaucoup aussi marqué son parcours. Et lui, il a fait évoluer. Et ce qui était très bien aussi dans cette collaboration, c'est qu'elle a eu... Parce qu'il avait quand même une dimension aussi esthétique et photographique forte. Donc moi, j'ai décidé que ces photos allaient aussi accompagner finalement la campagne de communication de Paris Musée Fête les Jeux. Et on avait envie de faire profiter de son travail en fait le plus grand nombre. Et donc on a fait une campagne d'affichage dans le métro qui était quasi comme une exposition qu'on offrait au grand public, au public international qui venait. Voilà, donc on cherche parfois aussi ce type de collaboration à construire. C'était pas du tout l'idée au départ, puis ça s'ajoute. Les idées, voilà, moi je crois beaucoup au collectif, s'ajoutent. C'est une très belle, c'est une très belle façon d'inventer à travers les compétences de chacun, les idées de chacun. Je reviens justement sur ces évolutions et c'est aussi quelque chose que je constate, de voir qu'il y a une ouverture sur les profils qui se diversifient, sur les collaborations que peuvent amener et choisir les musées ou les établissements culturels. Donc vers plus de lifestyle, vers plus de culture générale aussi, et des choses beaucoup plus spécifiques en fonction des expositions. C'est devenu beaucoup plus stratégique, c'est quelque chose que j'observe. Est-ce que vous, Salomé, César, vous observez aussi des changements dans les relations avec les établissements culturels ou même dans votre métier ? Oui, il y a eu pas mal de changements en fait ces dernières années, même sur la manière de travailler aussi avec les musées. Vous en parliez aussi un petit peu parce que c'est devenu plus un automatisme qu'avant en réalité de travailler avec les créateurs de contenu. Chacun a sa patte et c'est toujours très intéressant. Mais nous, oui, ça a pas mal évolué. En réalité, il y a à peu près 3-4 ans, on bossait un petit peu avec les musées, mais c'était beaucoup plus opaque sur la manière dont on fonctionnait. Maintenant, en fait, ça devient... assez naturel pour un musée, une fois qu'il y a une exposition qui est lancée, il y en a beaucoup en réalité dans les musées, on va aller chercher 1 ou 2 créateurs de contenu qui vont pouvoir mettre en avant cette exposition.
Typiquement, tu parlais de l'âge atomique. Nous, on avait travaillé sur l'âge atomique, sur l'aspect très historique, etc. Ça avait été super. On a collaboré avec la Bourse de commerce sur une exposition qui était aussi chouette. Comme on peut aborder aussi plein de sujets très très différents, c'est super intéressant pour nous. Mais ça a un petit peu changé parce que c'est beaucoup plus naturel. Là où à un moment donné, nous, on s'adaptait vraiment beaucoup à l'exposition et au musée. Maintenant, en fait, les musées ont tendance à nous faire beaucoup plus confiance sur la manière d'apporter l'info, sur le format aussi à apporter. Et je trouve ça très très intéressant parce que souvent les collaborations qui sont les plus réussies, entre guillemets, sont celles où en fait nous on a eu aussi la main sur comment est-ce qu'on va apporter l'info. Et quand il y a cette collaboration qui est mise en place entre le musée et le créateur de contenu, en fait, ça donne forcément quelque chose de trop chouette. Nous, on adore travailler avec les musées. C'est toujours hyper gratifiant de travailler avec les musées parce qu'il y a une forme de crédibilité aussi. Effectivement, quand on va parler de la bombe atomique à travers une exposition, en fait, c'est super pour nous parce qu'on peut mettre des photos en avant, des œuvres, etc., etc. Et c'est toujours hyper valorisant, même pour notre communauté. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que à la fois, on est super content de travailler avec les musées et en même temps, on sait que ça va vraiment apporter quelque chose à l'audience. Et en fait, il n'y a rien de plus beau que ensuite de donner envie aux gens d'aller au musée, tout simplement. Oui, donc il y a plus d'ouverture, plus de liberté. Et une chose aussi à savoir, c'est que quand on travaille, quand vous travaillez ensemble, en tout cas, c'est vraiment une collaboration en fait. Et il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'il y ait de la co-création, plus que d'arriver parfois avec un projet déjà figé, assez fixe. Et c'est ce que je ressens aussi. On va vers ça de plus en plus. Ouais, ça dépend un peu du type du projet. C'est-à-dire que, en effet, je pense que quand les musées ils viennent chercher des influenceurs et qu'ils les payent, le projet est un peu différent. C'est-à-dire que sur le Final Cut, de qui décide de la production finale, de la vidéo, des posts, euh, c'est un peu différent quand il y a des stars qui veulent venir ou qui viennent quelquefois un peu incognito. C'est-à-dire les types de collaboration, ils sont très différents. C'est-à-dire que, en effet, je pense que ce que tu mentionnes, César, c'est voilà, un musée qui vous appelle, vous allez préparer. Et en effet, je pense que vous avez raison de dire c'est important de bien préparer. Parce que nous, on a aussi le cas où on voit que des influenceurs, enfin, des gens sur des réseaux, créateurs de contenu, peuvent faire des erreurs un peu factuelles. Et c'est vrai que souvent, les gens, ils se disent, eh ben voilà, non, moi, je ne fais pas relire mes articles comme pour le prix Pulitzer du New York Times. Dire, non, mais moi, je ne veux pas qu'on fasse valider mes posts. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour faire la police. Et si on invite un influenceur, c'est bien sûr pour respecter son ton, à l'écrit, à l'oral, des images, vraiment le tone of voice qui est important. Sinon, on n'irait pas vous chercher. C'est pour ça qu'on vient et je pense qu'on respecte ça. Mais c'est vrai que je pense que quand quelqu'un parle du château de Versailles, nous, le château de Versailles, on peut avoir un avis sur le sujet et de dire, voilà, mais là, attention, là, une petite confusion de date, de lieu, vous croyez que c'était telle salle et pas telle autre. Voilà, le château de Versailles est un lieu compliqué et parfois d'autres musées aussi. Donc de travailler bien en collaboration, c'est vraiment, je pense, aussi important. Et pour rebondir sur les différents sujets, tu parlais de lifestyle tout à l'heure. Voilà, ça apporte aussi les musées dans une forme de contemporanéité, à la fois le médium, donc TikTok, Instagram, mais aussi les sujets. Et c'est vrai que là, la bombe atomique dans Paris Musée, nous, au Château de Versailles, on parle aussi beaucoup de biodiversité, d'égalité homme-femme, des sciences. Voilà, dans les musées, il n'y a pas que de l'art, il n'y a pas que des peintures et des sculptures. Il y a aussi voilà, des enjeux de développement durable qui sont très importants aujourd'hui, des programmes sociaux, des politiques RSE qui sont fortes. Nous, on développe des choses pour les personnes qui ont un trouble du spectre autistique, par exemple, des gens pour les jeunes enfants, on parlait des familles. Vraiment, de cette idée de s'adresser à tous les publics et à toutes les composantes de la société, c'est quelque chose de très important et les réseaux nous aident là-dedans. Il faut que ça se fasse en bonne intelligence et comme on disait, chacun a aussi ses compétences et chacun a apporté à ce projet de collaboration. Toi, Salomé, est-ce que tu as vu aussi des évolutions dans ces relations ? Oui, il y a vraiment eu un boom, je trouve, déjà au moment effectivement de la pandémie, où là, les musées se sont dit comment on va communiquer. Donc là, il y a eu vraiment l'essor des créateurs qui s'est fait à ce moment-là. Mais au départ, je pense qu'il y avait un peu cette peur des musées, et je l'entends,
qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer comme tarif, parce qu'on entend toujours des chiffres un peu hallucinants sur l'influence lifestyle, mais on n'est pas du tout sur les mêmes communautés. On a aussi conscience que les budgets des musées ne peuvent pas être les mêmes que des grandes marques. Donc évidemment, on n'allait pas sortir des chiffres délirants, mais je comprends qu'il y ait au départ eu cette peur. Même nous, en tant que créateurs, il a fallu situer comment on quantifie son travail, parce qu'on ne va pas le quantifier, comme on l'a dit, au nombre de likes ou forcément. Alors, les followers peuvent effectivement avoir un rôle, bien évidemment, mais le temps de travail, tous les échanges. Et finalement, une fois que tout ça c'est un peu démocratisé, maintenant c'est vrai qu'un musée va directement à même ce terme kit média que nous-mêmes créateurs on a créé au départ. Même nous, on savait pas, c'était plus donnez-moi vos tarifs, alors que maintenant on a tous des documents où tout est développé, on explique comment se passe une collaboration, et c'est un vrai échange effectivement. Après, les musées au départ effectivement donc moi pour le contenu visuel m'envoyaient absolument l'œuvre avec laquelle ils voulaient que je fasse une photo, et moi j'allais dire envoyez-moi plutôt une sélection, peut-être est-ce qu'il n'y a pas, mieux vaut-il pas privilégier un visuel qui n'a pas du tout servi pour la communication, ne pas utiliser celui que tout le monde a déjà vu dans la ville sur les affiches, etc. Donc c'est aussi un dialogue, il y a toujours une part de liberté de la part effectivement du créateur de contenu et aussi du musée. Si parfois il y en a, non, c'est vraiment celle-ci qu'on veut, et pas de problème. Moi, le but c'est aussi effectivement de satisfaire l'autre partie, mais il y a vraiment un véritable échange, et même c'est important, même dans la légende que j'écris. Je veux toujours qu'il y ait validation, je veux toujours qu'il y ait un regard du commissaire d'exposition, parce que c'est très important. Il y a des termes parfois où nous on ne se rend pas compte que finalement ça peut être des termes un peu touchy, ou à l'inverse eux s'imaginent pas que ça peut être un peu tendancieux à cette période, etc. Donc, ou alors ils vont dire mais ce mot-là, et nous on va dire il est compliqué ce mot, je pense pas qu'il peut être entendu par tout le monde. Si vous voulez, on le développe un peu, on le développe ou on l'explique. Mais après, j'entends, plus on est dans ce milieu, plus il y a des choses qui nous semblent évidentes. Et en fait, si on se remet à la place de quelqu'un qui va pas souvent dans les lieux culturels, en fait non, ça le dépasse complètement. Et c'est là où nous on va apporter non, vaudrait mieux le dire de cette façon. Et donc c'est vrai que c'est vraiment chouette, c'est vraiment main dans la main. Donc c'est pour ça que ces collaborations sont très agréables aussi avec les musées. C'est que c'est une véritable entente. C'est pas juste on envoie le kit média, on décide du contenu, vous venez faire votre contenu, on poste, et puis il n'y a pas eu d'échange. Moi je trouve ça, même si mon contenu est plus visuel, j'adore faire toujours la visite de l'exposition avec la commissaire d'exposition, parce que dans tous les cas, si des gens me posent des questions en privé ou me parlent de cette expo, je veux pas rester pantoise à pas donner des infos. Et puis même pour ma culture personnelle, et même pour le petit texte finalement que j'écris, c'est sûr, comparé à des vidéos de 3 minutes, c'est pas la même chose, mais c'est important de savoir, et puis de savoir répondre effectivement aux personnes qui vont s'intéresser à l'exposition. Donc oui, il y a vraiment une évolution là où on tatillonnait, mais aussi bien du côté créateur que des côtés musée. Maintenant, c'est vraiment un automatisme. Il y a une vraie relation durable qui s'est établie. Et Agnès aussi, vous constatez la même chose côté musée? Oui, enfin nous on a rémunéré assez tôt finalement les influenceurs. À un moment ça se faisait pas. C'est aussi moi je crois que c'est pas tant les conditions financières, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi a aidé et maintenant c'est plus clair, même si a priori la culture on vend pas des produits dangereux. Enfin ça a été beaucoup légiféré aussi pour ça en fait. Donc mais au moins les choses elles sont claires. Je pense que les réticences elles venaient aussi de la culture aussi muséale, de la peur de déformer des propos. Nous on a un capital confiance qui est très fort. Je pense qu'en tant que communicant, moi j'ai dirigé plusieurs services de communication, nous on était convaincus en fait. Et en interne, il fallait aussi convaincre que la communication, c'est pas qu'un service support. De toute façon, si je prends le terme d'influence et pas de collaboration, tout le monde est potentiellement un influenceur à son niveau en fait. C'est-à-dire on va pas contrôler ce qu'on dit sur nous, sur les réseaux. Après, c'est super, les réseaux, ça nous fait une remontée directe. Moi, je trouve que ça nous a aidé à beaucoup avoir du feedback. Alors vraiment, et les gens, ils font pas que râler. Des fois, ils disent aussi que c'est bien. Donc, ça nous a quand même aussi permis ça. Et je pense qu'il y a eu aussi une évolution. Alors, il y a eu une accélération très claire avec le Covid. Il y a de toute façon le mouvement générationnel. Enfin, je veux dire, on a beau on peut se fermer les yeux, ça existe en fait. Quand on interroge les plus jeunes, on leur demande c'est quoi vos premières sources d'information, et qu'ils disent YouTube ou les réseaux. Enfin, heureusement qu'on était là aussi pour pousser à s'adapter, parce qu'on ne va pas quand même se couper de ça. Donc il y a quand même un mouvement de fond, et je pense aussi que dans la culture musée, on a beaucoup progressé. Enfin, en tout cas, moi, à Paris Musée, là, particulièrement, parce que peut-être dans les musées d'art moderne et contemporain, comme ils sont en prise avec les enjeux de société,
ça peut paraître plus naturel, c'est pas toujours le cas. Mais je pense que les musées ont aussi, ce que tu disais, c'est-à-dire on a un patrimoine d'ailleurs, donc on a ouvert. C'est-à-dire moi je suis ravie quand quelqu'un il vient au Petit Palais, voilà, il rentre, il va avoir il va être exposé à 2-3 sculptures, puis après en fait ce qu'il voulait c'était aller voir les jardins et prendre un café. Très bien, comme on dit, c'est OK. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'on a aussi un peu désacralisé l'image des musées. Il y a une demande de partager de manière voilà, moins descendante, et on le fait avec le travail sur les cartels, on le fait beaucoup avec nos équipes de médiation. Donc ça rencontre aussi cette évolution-là. Et puis à un moment, je pense que c'est un peu le cas chez toi. Si on dit on veut accueillir plus de public, il faut être dans l'hospitalité, il faut être ouvert, il faut être à l'écoute. Et on a besoin vraiment de vous, des influenceurs, des créateurs de contenu, parce que vous inventez et vous parlez aussi, je pense notamment aux générations. J'ai un exemple qui me vient en tête, qui est à l'île 2. Notre carte Paris Musée, voilà, c'est pour les jeunes, donc c'est typiquement les 18-26, où on est encore étudiant, où on n'est pas forcément dans la vie active, et encore même quand on l'est, du coup le prix du billet il devient un peu cher pour les expositions. Donc nous on a une carte jeune, elle est à 20 €, voilà, on n'en vend pas assez. Et on s'est dit, on va faire une collaboration vraiment là. Donc, on l'a faite avec Culture Botanique, je crois. Enfin, voilà. Donc, pas une très grosse. Lauriane Aumont, voilà, j'ai pris mes petites notes. Et en fait, elle a créé vraiment un contenu hyper sympa. Elle est elle-même concernée parce qu'elle est dans cette tranche d'âge. Donc, elle a présenté finalement voilà, ce produit comme. Voilà. Et puis, dans les chiffres, en fait, bon. Il y a quand même eu plus de, je sais plus, 175 000 vues, 265 000 vues. Et on a comparé, en fait, parce qu'il y avait un lien. Donc, on ne sait pas, parce qu'en fait, c'est un souci aussi, la conversion, comment on mesure, on regarde les chiffres. Mais on a eu un pic quand même de vente. Et on sait que c'est corrélé. Alors, c'est pas non plus, on n'a pas vendu des milliers, hein, mais voilà. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à avoir des outils marketing là-dessus, parce que ça nous permettrait de convaincre. Après, on sait que les taux de conversion sur les réseaux, ils restent assez faibles. Mais voilà, c'est intéressant. Puis les enjeux, je terminerai là-dessus aussi, pour nous, ça va être, sur ces taux-là, c'est aussi en dehors des réseaux, ça va être aussi cette gestion automatisée, de la vigilance au contenu fabriqué par l'IA, la vigilance... voilà, on a aussi encore là, c'est bien dans ces métiers, c'est qu'on n'arrête jamais. Mais ça va être aussi des enjeux de référencement, et aussi, parce que ça me tient à cœur, donc et moi je compte aussi sur les influenceurs, alors c'est un peu paradoxal, mais je trouvais intéressant d'en dire un mot. C'est sur les enjeux de déconnexion. Hier, il y avait la rencontre avec le CLIC sur la déconnexion, et je trouve assez intéressant et drôle aussi. Voilà, de se servir aussi des réseaux pour faire de la pédagogie, pour aussi vous-même s'impliquer sur les méfaits qui sont connus aujourd'hui. Et je trouvais intéressant parce qu'il l'a fait. C'est-à-dire qu'il y a des influenceurs qui parlent maintenant de leur cure de déconnexion. Donc je trouve que c'était intéressant. Hugo Spini, c'est un des influenceurs qui visite le musée toujours avec un téléphone. Il a mené cette expérience aussi lui-même de se dire, est-ce que ma visite va être... voilà. Donc c'est une somme de tout, mais j'avais envie d'en parler parce que je trouve que c'est aussi un sujet important, et envers aussi les jeunes, notamment envers le réseau TikTok, dont nous on s'interroge beaucoup aussi sur la durée d'information. Tu parlais de YouTube, les formats longs, et il y a beaucoup de demandes sur les formats longs, et c'est plutôt, moi je suis une optimiste, et c'est plutôt bien. Ouais, c'est assez complémentaire. Après, c'est vrai que cette question, trop de réseaux, pas assez de réseaux pour les jeunes, tout le monde se la pose, les parents, peut-être quelques-uns ici aussi particulièrement. Nous, on fait vraiment le choix de se dire qu'on est présent sur les réseaux. On s'est posé la question de X, on n'a pas parlé, mais quand même un réseau social encore quand même assez important. Voilà, alors nous, on n'a pas quitté X, et pour des raisons objectives, c'est-à-dire que X, c'est utile pour un certain nombre de communications de crise, de communication instantanée. Nous, quand on a une fermeture inopinée du château, question de remboursement, et de la manière pour TikTok, où un certain nombre de gens peuvent critiquer, et tous ces réseaux ne sont pas exempts de critiques. Mais voilà, nous, on pense que les publics sont là, et notre rôle, c'est d'aller là où sont les publics, quoi. Et donc...
C'est sûr qu'on peut dire à des ados de 15 ans d'acheter un catalogue à 50 euros, mais je ne suis pas sûr qu'on en vende beaucoup. Donc on leur dit, voilà, vous êtes sur TikTok, ben, nous aussi, on est sur TikTok comme on est sur Just Dance. Je rebondis juste sur un mot. Alors, la pandémie, ça fait 6 ans pile là maintenant, ça paraît un peu long. Je vois des jeunes là qui étaient encore... voilà, loin des réseaux et des musées peut-être. Il y a vraiment eu un changement, une digitalisation dans tous les secteurs du e-commerce et tout, mais est vraiment dans le numérique culturel, je veux dire, excusez-moi. Et c'est vrai que nous, on a vu cette différence. Et encore une fois, je prends toujours cet exemple, c'est que d'avant le Covid, en 2018-19, on avait des stagiaires de troisième, on leur disait qu'on était sur Instagram, ils disaient, waouh, vous êtes sur Instagram, le château de Versailles, incroyable. Aujourd'hui, plus personne nous ferait ce genre de remarques. C'est-à-dire que je pense que le grand public, au sens large, des gens qui sont ni des dingues de musée, ni des dingues de numérique ou de réseau, ont compris en 2020, pendant le Covid, que les musées avaient aussi une vie numérique. Alors, chacun sur ses supports. Nous, au château, on a la chance d'être un peu sur tous les canaux. Mais voilà, certains sur YouTube, certains sur X, sur Facebook. Et l'étape d'après, c'est ce que vous disiez, c'est que vous, les influenceurs, vous êtes extrêmement légitimes et personne ne vous dit qu'est-ce que vous faites dans un musée aujourd'hui, j'imagine. Ouais, et même on a une approche qui est relativement similaire. Nous aussi, on aurait pu se poser la question de savoir si on voulait aller sur les réseaux sociaux, parce que la question des jeunes et les réseaux, on se la pose aussi. Et en même temps, le fait est que effectivement le public est là et que nous, on s'est dit, bah tiens, si on parlait d'autres choses un petit peu sur les réseaux sociaux. Et on s'est mis aussi partout à faire du format court, du format long, du format statique, du format vidéo, du podcast, parce qu'on estime que c'est un rôle qu'on peut aussi avoir, nous, en disant, bah voilà, il y a aussi d'autres choses. Et c'est pour ça que la collaboration avec les musées, elle fait sens, parce que on réfléchit de la même manière en réalité maintenant. Avec une exigence de qualité qui est importante et d'authenticité. Et c'est vrai qu'on a parlé du rôle des conservateurs, des archivistes, des experts. Alors nous, les experts, ça peut être un conservateur ou un jardinier, mais d'avoir leur avis et ça fait du contenu de qualité et pour les audiences et pour les créateurs de contenu et pour nous. Et je pense que c'est assez bénéfique aux plateformes elles-mêmes. Elles sont contentes, je pense, d'avoir pas uniquement des chats qui jouent au piano, mais aussi des conservateurs qui parlent de choses intéressantes ou d'influenceurs comme vous qui parlent de choses avec votre ton, mais de sujets, de choses qui sont vraiment vérifiées, quoi. Ouais, ce qui est intéressant de préciser aussi, c'est que on ne travaille pas avec les musées en mode allez, on fait ce projet-là, il y a cette exposition-là, on te fait confiance et let's go, tu peux faire ta vidéo. C'est-à-dire que nous, quand on travaille sur une exposition, c'est aussi une évolution qu'il y a eu ces dernières années, c'est qu'on a un énorme brief généralement de la part des musées qui nous disent, bah voilà, il y a cette exposition-là, dans cette expo, on parle de ça, 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 et nous ensuite on fait notre tambouille, on dit vas-y, on accumule un maximum d'informations et en fonction de ça, on va faire notre script. Et c'est toujours très intéressant parce que nous, évidemment, on donne une première version du script. On donne toujours la possibilité aux clients de regarder le script, de voir ce qui ne va pas, parce qu'on n'a pas en même temps la science infuse non plus. Je veux dire, si cette œuvre-là, on a peut-être lu un petit peu vite qu'elle était dans la salle A et en fait elle est dans la salle B, c'est super intéressant pour nous d'avoir votre regard et de dire en fait non, elle est dans la salle B, si on peut juste changer ça et comme ça on a le script parfait. Enfin, je veux dire, c'est plus fait au hasard. L'écriture, c'est quelque chose qui est super important pour nous, pour nos contenus de tous les jours, mais aussi en collaboration. Et en fait, la qualité, elle est forcément là, quoi. Il y a une professionnalisation à la fois du côté des musées et du côté des créateurs de contenu. Et c'est vrai qu'avant, c'était un hobby et maintenant, c'est votre métier, vous gagnez votre vie avec ça. Et nous, on le voit même dans les formations, c'est-à-dire que genre de ma génération, il n'y avait pas vraiment de formation numérique culturelle, il n'y avait déjà pas tant de formation numérique tout court. Et voilà, maintenant, on a des apprentis, des stagiaires qui arrivent avec des masters de numérique culturel. Et il y en a pas mal, soit plutôt médiation, communication, promotion, réseaux sociaux. Et donc, ce sont des professionnels de l'influence comme vous, je vous tourne tous les deux, et qui parlent à des professionnels du numérique culturel qu'il y a dans nos équipes et dans tous les musées. Et c'est très précieux, voilà, merci. Très bien, je pense qu'on peut conclure là-dessus. À moins que Salomé, tu voulais ajouter quelque chose ? Si on avait évoqué effectivement qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie pour le futur, parce que c'est vrai que maintenant c'est bien établi, voilà, on sait comment ça fonctionne, et c'est vrai que
ça commence à se développer, mais je trouve que les lives dans les expositions, comme on a une entreprise c'est ça, qui s'appelle Artemis, qui fait voilà, et ça je trouve ça assez génial, et on peut imaginer des lives entre deux créateurs de contenu dans une exposition dont chacun va avoir un regard complètement différent en fonction de sa spécificité. On peut imaginer aussi, pourquoi pas, passer du digital au physique et un créateur qui peut inviter 5 personnes voilà, sur des heures de fermeture ou pour une petite visite. Voilà, imaginez effectivement comment maintenant on peut voilà, essayer. C'est vrai que voilà, on n'est pas sur la déconnexion, mais essayer effectivement de passer du digital au physique et voilà, de montrer, de faire venir le public dans les musées avec nous après qu'il nous ait découvert sur les réseaux. Eh bien, on a hâte de découvrir ces nouveaux formats. Je voulais juste dire parce que c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup sur ces lives. On les a un petit peu arrêtés là aussi parce que voilà, c'est pas si simple en fait le live parfois à organiser dans un musée, mais on avait eu en tout cas de très très bons résultats de visionnage avec Artemis, et ça nous avait bien augmenté le nombre et le gain de communauté. Après c'est vrai que les enjeux ils sont moins là, et puis on avait aussi le problème de référencement des tags TikTok en fait, où voilà, c'était pas clair, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on les a un petit peu arrêtés, parce qu'on peut pas être partout, mais c'était une très bonne collaboration aussi. Très bien. Eh bien, merci à tous pour ces partages d'expériences qui étaient enrichissants et très complémentaires. J'espère que vous avez aussi apprécié. On va passer à quelques questions, si vous en avez. On vous écoute. Merci. Alors bonsoir, je ne sais pas si vous allez me permettre, j'ai une série de questions. D'abord pour Salomé et ensuite pour Monsieur Chen et puis Madame Agnès. Alors la première série c'est pour Salomé. Déjà j'ai parcouru à l'instant tout à l'heure votre chaîne TikTok et j'ai vu que le contenu était assez original et très intéressant. Je vous en félicite au passage. Toutefois, je voudrais savoir comment vous arrivez à véritablement entrer dans l'âme des œuvres muséales pour poser vos photos. Donc, est-ce que vous arrivez à véritablement vous approprier l'âme des œuvres? Ensuite, c'est pas. Peut-être qu'elle peut déjà répondre. D'accord. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, généralement, comme c'est un contenu très visuel, donc majoritairement, enfin, tout est posté sur Instagram. Voilà, quand je collabore avec des musées, ils vont m'envoyer la liste des œuvres qu'ils préconisent pour créer le contenu. Je vais toujours faire une première visite pour justement prendre le temps dans l'exposition, avoir les informations de la commissaire-priseur, justement apprécier cette visite et choisir finalement l'œuvre avec laquelle je me sens le plus connectée, celle dont j'ai adoré l'histoire et dont je sais que j'aurai plaisir à parler justement sur les réseaux pour voilà, quand même avoir, même si c'est vrai que voilà, mes textes, je garde toujours une très grande distance, je ne vais pas dire si j'aime ou pas, etc. Parce que je n'ai pas envie d'influencer la future, je l'espère, visite de la personne qui lit mon contenu. Mais je sais que moi, personnellement, voilà, j'ai aimé cette œuvre pour cette petite anecdote. Donc voilà, ça va généralement, voilà, le choix de l'œuvre va se faire ensuite, voilà, cette première visite. Et ensuite, je vais revenir une seconde fois pour créer le contenu avec l'œuvre que j'aurais choisie. D'accord, merci. Alors, la suite, c'est de savoir comment est-ce que vous prenez pour le SM, en fait, l'optimisation social media de vos contenus pour pouvoir les rendre beaucoup plus visibles, voire même découvrables par rapport au contenu de vos autres collègues qui ont soit la même ligne éditoriale que vous ou autre ligne éditoriale. Alors, c'est vrai que moi, je suis très identifiable sur le contenu visuel et sur le côté caméléon. C'est la particularité parmi la petite équipe des créateurs de contenu. Voilà, je me différencie vraiment là-dessus et c'est comme ça que j'ai réussi à créer ma communauté. C'est que je ne fais pas voilà, de vidéos longues ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a aucun qui va pouvoir faire copier-coller de ce que je fais. C'est comme ça que je me suis différenciée et que je suis devenue un automatisme dans la création de contenu culturel visuel. On sait que si quelqu'un pose de dos devant une œuvre avec cet accord tenue-œuvre, on sait que c'est moi. Il n'y a pas de doute sur le fait que voilà, il n'y a pas de possibilité de différenciation. C'est presque un brevet. Je vais finir avec cette question. Elle est un peu indiscrète. C'est pour savoir en fait à combien vous revient la monétisation d'une collaboration. Alors,
Ça, effectivement, c'est une question un peu personnelle. Alors après, moi, par exemple, le kit média que je vais avoir va quantifier, ça va être un prix fixe, que ce soit pour une photo ou pour une vidéo. Le prix ne va pas changer, que je passe des heures à trouver la tenue qui va être en accord avec le tableau, ou que je passe des heures à écrire le texte, parce qu'il y a des artistes sur lesquels il y a plein d'explications où les artistes sont vivants et je peux du coup les interroger et ça va être plus facile. Ça, c'est, on va dire, mon problème personnel. Donc pour être très clair, une photo, c'est 700 €. Donc ça va comprendre le déplacement, la prise de photo, la rémunération de mon assistant, la rédaction de la légende, les retouches, le fait de poster en collaboration, etc. Et ça, voilà, ça va être un tarif fixe. Ensuite, voilà, si j'y passe des heures ou si j'arrive à quantifier ça sur 2 jours, ça c'est mon problème personnel. Je vais pas tarifier plus le musée parce que j'ai passé plus de temps dessus. Voilà, donc c'est à force de collaboration que j'ai pu dire que ce prix, c'est le prix qui mérite la quantité de travail derrière. D'accord, merci. Alors pour Mais monsieur... peut-être qu'on peut demander s'il y a d'autres personnes qui ont des questions Bon, et si vous revenir pouvez- à la vous dernière après. question, je laisse Juste toutes une. les autres questions. La dernière question pour monsieur Chen et puis madame Agnès. Alors, c'est de savoir, de par leurs expériences, est-ce qu'ils pensent que, je ne sais pas si vous me recevez très bien, de par vos différentes expériences, est-ce que vous pensez que l'adoption d'une stratégie de présence digitale par les institutions elles-mêmes n'est pas moins onéreuse, beaucoup plus opportune pour ces institutions en question que des collaborations avec des créateurs de contenu, des influenceurs? Merci. Et la question, c'est est-ce que nous, ça nous coûte plus cher de le faire nous-mêmes que de le faire avec des influenceurs? C'est ça Voilà. Nous, ce que je veux dire, les visiteurs, quand ils préparent leur visite, vous, quand vous préparez vos vacances, vous allez sur Instagram pour trouver, enfin sur les réseaux, un hôtel ou quoi. Donc nous, la question d'être présent sur Instagram ou sur Facebook, elle ne se pose pas vraiment. On a besoin d'être là, comme on ne se poserait pas la question de savoir est-ce qu'il faut qu'on ait un site internet. Donc voilà, nous, on intègre des coûts, en effet, humains essentiellement et pas tellement autres que humains pour la création de nos contenus. Tout est fait en interne. À l'exception, on n'a pas parlé des réseaux sociaux chinois sur lesquels on est également présent via une agence. Donc ça, c'est un peu différent. Mais on va dire tous les réseaux sociaux occidentaux, on fait les contenus nous-mêmes, en interne. Quelquefois, on paye un peu pour des podcasts, pour des vidéos, mais c'est un peu différent. Et donc, en effet, et nous, on paye assez rarement les créateurs de contenu. Ça peut arriver, mais ça reste l'exception. Donc, voilà. Nous, on pense qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on a raison d'y être. Et oui, il y a un coût humain et c'est normal. Comme on est 1000 au château de Versailles, il peut bien y avoir 2 ou 3 personnes pour les réseaux sociaux. Et la dernière question. Ah, c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ma question s'adresse à Madame Benayi. Vous avez plusieurs fois mentionné une loi concernant les influenceurs. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu C'est plus, la s'il vous loi, plaît? enfin moi je pense que c'est la loi de régulation en fait qui oblige justement à afficher que c'est une collaboration. Ça a été beaucoup créé pour les marques notamment et pour plutôt des raisons de protéger, on va dire, le consommateur quand il achète un produit. Je crois qu'elle date de 2023. Enfin, vous saurez peut-être mieux répondre que moi, qui a un peu légiféré justement la relation entre les marques et les influenceurs. C'est pour ça que je disais que nous, dans l'agriculture, on était assez peu concernés parce que voilà, on vend rien de dangereux, mais en tout cas aujourd'hui, des déclarations quand vous faites la promotion de produits de beauté, il y en a beaucoup sur les réseaux ou de produits, voire financiers, etc. De pouvoir protéger aussi, voilà, d'afficher très clairement que c'est une collaboration, que c'est voilà, comme de la pub en fait, et que parfois ça peut être même dangereux selon ce qui est promu. Peut-être que vous avez... Ouais, en fait, c'est obligatoire pour nous de mentionner que c'est une collaboration commerciale, que ce soit visible dès la première seconde où toi tu vas voir la vidéo. Donc ça peut être, il y a certaines plateformes qui ont la possibilité de cocher collaboration commerciale, donc toi tu le vois directement. Tu peux aussi le mettre dans les premiers mots de la description parce que tu le vois aussi visiblement. Et puis ça a changé pas mal de choses. C'était aussi et surtout pour réguler les excès qu'il y avait. En fait, tu offrais des voyages à des gens, etc. Maintenant, en gros, quand nous, on reçoit quelque chose, un cadeau, on est obligé de le faire figurer dans notre chiffre d'affaires. Donc, par exemple, je sais pas, tu vas m'inviter à faire un voyage en Albanie pour que je fasse la promotion de la culture albanaise. En fait, si c'est une invitation, je vais être obligé de le mettre dans mon CA. Et ça vaut aussi pour les petits trucs. Quand on reçoit un livre, en fait, normalement, on est obligé aussi de le faire maintenant. Enfin, ça a mis vraiment une loi un petit peu complète. C'est encore en train d'être affiné, évidemment.
Mais voilà, et même pour nous, en fait, ça nous force aussi à nous professionnaliser, à dire, mais en gros, c'est pour vous protéger vous et dire, ok, on peut pas faire de la pub cachée, en gros, tout simplement. Bonjour, merci pour vos propos. J'avais juste une question au niveau de l'arbitrage, dans le sens que on ne fait pas forcément que de la communication, il y a beaucoup de création de contenu où on fait finalement de la médiation, on transmet un message. Et comment dans les institutions muséales, on arrive à faire l'arbitrage entre les pôles communication et les pôles peut-être plus liés à la médiation? C'est une grande question au château de Versailles, parce qu'il y a un service numérique et un service de la médiation. Donc la médiation numérique, elle est un peu au milieu du gué. En général, toutes les prises de parole sur des supports numériques, purs numériques, donc typiquement les réseaux sociaux, c'est vraiment géré par notre service numérique. Ensuite, la parole scientifique, elle est portée par les experts, donc conservateurs, jardiniers, fontainiers. Il n'y a pas vraiment de sujet. La frontière, elle est plutôt avec le service presse dont on parlait tout à l'heure. Et donc, sur certaines opérations d'influenceurs, on le fait en lien avec le service presse. En effet, et notamment on a parlé des influenceurs jeunes publics, qui est une catégorie un peu à part et sur laquelle aussi nous on a des dispositifs un peu différents de ce que j'ai pu dire. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure ne s'appliquait pas vraiment aux influenceurs, aux parents, quoi, pour ce qu'on fait pour les jeunes enfants. Mais non, il n'y a pas vraiment de sujet avec les sujets de la médiation. Non. C'est intéressant parce que nous, les réseaux sociaux dans les musées sont vraiment rattachés au service de communication. D'ailleurs, il n'y a pas de service, on va dire, numérique dans les musées. On les gère à Paris Musée. C'est plutôt un service d'ailleurs de la médiation numérique. Donc, on fait plutôt des dispositifs dans, voilà, enfin, en tout cas, le champ de l'innovation. Voilà, donc c'est aussi un petit peu selon l'organisation finalement des lieux. Mais nous, entre la médiation, alors pour répondre à la question, entre plutôt médiation, communication, enfin, je crois que comme vous l'avez aussi bien expliqué, quand on a un projet, certes, on est sur un canal de diffusion large et ça peut s'apparenter avec la communication, mais ce dont on parle ou de ce dont vous parlez, vous l'avez dit vous-même, il y a un apport scientifique, il y a des rencontres avec les commissaires. Nous, les services de médiation, c'est vraiment plutôt les conférences, les activités, préparer les cartels dans les salles, donc l'aspect en tout cas purement médiation dans le musée. Mais on pourrait avoir l'approche là de médiation dans le sens de faire partager des connaissances. Et je pense que là, c'est vous, votre rôle, le sérieux que vous y mettez, le travail que vous avez, les échanges avec les commissaires ou les directions, les commissaires d'expo, pour traduire et faire en sorte qu'on crée une forme de médiation, mais qui n'est pas tellement la médiation de la définition de celle qui est dans les musées, comme un médiateur, on va dire, entre ce grand public, vos communautés et le musée ou l'institution. Bonjour à tous et à toutes. Une question pratico-pratique. Influenceurs et institutions, comment vous entrez en relation? Par email, par agence? Par Insta, en général, nous contactent par Instagram. Alors, enfin, il y a tous les canaux, mais nous, si on doit contacter un influenceur, on va lui faire un MP sur Insta, tout simplement. Voilà, mais bon, on a un formulaire de contact et bon, quand on cherche nos emails, en général, on les trouve. Donc, et ça peut être des agences qui nous contactent. C'est un peu tous les canaux, mais le plus simple, c'est le MP sur Instagram, quoi. Enfin, je sais pas excuse-moi. Non, pas de souci. Et côté, nous de notre côté, c'est en fait dans toutes les descriptions, on a un mail. Et du coup, vous pouvez nous contacter par mail. Et généralement, les musées nous contactent par ce biais-là. Et après, soit on s'appelle en visio, ou peu importe. Mais en général, les musées nous contactent plutôt par mail plutôt que par DM. Mais tout peut arriver en réalité. Pas de canal préféré. Non, effectivement. Alors, soit c'est par Instagram, soit la plupart, on a notre adresse mail dans notre bio. Donc, en fait, généralement, s'ils voient que le message, parce que ça peut tomber dans l'oubli, évidemment, où on se dit, j'y répondrai plus tard. Et puis, c'est un peu le problème. C'est comme c'est notre outil de travail. On fait tellement de choses sur Instagram qu'on se dit, j'y répondrai. Mais le mail, là, vraiment, je dirais que c'est le plus efficace. On peut doubler.
fait par Insta. Et généralement, c'est souvent ce qui se passe, le message Instagram. Et je vous ai contacté par Insta. Et voilà, mais on a tous généralement nos adresses mail dans nos bios pour justement plus de facilité. C'est ce que font les musées. On fait assez peu appel à des agences aussi. Ce n'est pas un sujet qui a été... je ne sais pas si vous êtes affilié. C'est vrai qu'on on est souvent contacté par des agences qui veulent placer les influenceurs avec lesquels ils travaillent. Mais aujourd'hui, enfin en tout cas, moi j'ai le sentiment que dans le milieu de la culture, c'est quand même... et des musées, c'est vraiment du contact direct et pas d'intermédiaire. Parce que finalement, on les choisit quand même, nos collaborations, et on n'a pas non plus une demande... Enfin, je sais pas, on est un petit peu aussi sur une autre forme de relation que des très grandes marques ou qui vont plutôt, elles, chercher des stars, en fait, quelque part, et qui sont, alors soit c'est les agents d'artistes, soit c'est... Voilà, donc c'est plutôt un contact aussi direct. Et je tiens à préciser, puisque le souci est déjà arrivé, les créateurs de contenu culturel, on n'appartient à aucune agence. Donc si un jour une agence de communication à qui vous faites appel pour presse et influence vous dit « Ah, eux, on a l'exclusivité, donc il faut que ça passe par nous », c'est faux. Vraiment, non mais c'est déjà arrivé et on avait été tous pas fortement appréciés parce que ça veut dire que l'agence va récupérer une com. Donc non, ne vous faites pas surfacturer. En tout cas, dans la création de contenu culturel, on est tous indépendants. Mais donc, ça peut arriver. Oui, Ça peut arriver quand même. Mais en tout cas, dans les créateurs de contenu culturel, la Minute Culture, Mister Bacchus, Hugo Spini, Louise Ebel, etc. On est tous à notre compte et à moins que ça change demain, mais on vous le dira à ce moment-là. Mais voilà, si on vous dit qu'il y a une exclue sur les créateurs de contenu culturel, c'est faux. En tout cas, je vous remercie pour vos réponses. Moi, je suis créatrice de contenu. J'ai une petite communauté de 13K. Et en même temps, je suis guide conférencière. Et on peut vous retrouver où, pardon? Histoire de coudre sur les réseaux sociaux. Très bien, Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'était la dernière? C'était la dernière, bah merci. Il en reste une. On avait fini à l'heure. Tu veux y aller? Non. Ok, merci. Et je voudrais demander aux influenceurs comment ils font pour rester attachés à leurs valeurs et malgré le fait qu'ils aient une nécessité d'avoir des fonds lorsqu'ils sont contactés. Comment vous restez fidèles à vos valeurs malgré les offres que vous recevez? Justement, on a la liberté de pouvoir choisir. Et moi, s'il y a une institution dont je ne soutiens pas les valeurs ou qui est financée par des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi ou des artistes dont je ne soutiens pas le travail parce que je sais qu'ils ont acheté leur communauté ou que j'aime juste pas leur travail parce que c'est soit pris d'un autre artiste, etc. Je me donne le droit de refuser, ça arrive. Et c'est comme ça qu'on reste droit et que surtout les gens vont continuer à nous suivre. C'est qu'on ne va pas... entre guillemets, vendre notre âme au diable sous prétexte d'une collaboration. Je préfère manquer de collaboration un mois que de savoir que je vais en dehors de mes valeurs parce qu'en plus, pour moi, ça va se ressentir. Et au contraire, on peut même perdre des collaborations si on collabore avec des institutions qui ne sont pas recommandées ou recommandables. J'ai sensiblement la même réponse. En vrai, on fait des choix. Si c'est pas lié à nos valeurs, on le fait pas, tout simplement. Très bien. On va conclure ici. Merci pour votre attention et pour vos questions. Et bon salon.